Donc, je m'appelle Hélène Bazin, je suis orthophoniste depuis 2002. J'ai emménagé en Colombie-Britannique et commencé mon travail au Conseil scolaire francophone en 2005. Et puis, le domaine de l'attention, c'est comme un passage obligé quand on travaille auprès des enfants, finalement. On est confronté à des enfants qui ont non seulement des difficultés de langage et de communication, mais souvent, parfois ou souvent, Bref, on remarque des difficultés d'attention, qu'ils aient ou non un diagnostic. On va le voir un peu plus loin dans la présentation qu'on peut avoir des difficultés d'attention sans avoir un trouble de l'attention. Oui, je m'occupe de ce dont je parlais, je m'occupe d'enfants avec des difficultés de langage et de communication sociale, avec un troubles associés parfois de l'attention. J'ai suivi des conférences et des formations en ligne et des formations sur les fonctions exécutives. Pour le moment, c'est peut-être un peu nébuleux ce que c'est les fonctions exécutives, mais on va le voir un peu plus loin dans la présentation. Puis je voudrais faire un avertissement, c'est que ce soir, moi je ne suis pas une professionnelle spécialisée du trouble de l'attention, donc si vous avez des questions très précises de diagnostic, ou de médication, moi, je ne suis pas la personne ressource pour ces questions-là. On va le voir dans la partie sur le diagnostic, qui sont les gens qui sont vos meilleurs interlocuteurs. Alors, ça va être très bref. Vous allez pouvoir rencontrer parfois les abréviations TDA pour trouble de l'attention. C'est possible de... Je vais couper les micros, pardon. I don't know. It wasn't like the other night. Are you a prisoner here too? Je te laisse te démuter peut-être, Hélène. Voilà, là c'est bon. Merci. Donc c'est ça, je disais, j'ai fait un très très bref lexique. On ne va pas voir toutes ces abréviations dans la présentation, mais vous allez peut-être y être confronté, vous y avez déjà été confronté. Donc, on a TDA, TDAH, TDA/H pour avec ou sans hyperactivité, l'acronyme en anglais, ADHD. Et je vais vous prévenir aussi que dans beaucoup de diapositives, le mot enfant revient. Mais la plupart du temps, le contenu des diapositives peut s'adresser aussi à des adolescents, voire des adultes. C'est un peu par facilité de rédaction et par ma teinte de professionnels dans un conseil scolaire. Donc, en tête, j'ai plus des enfants, mais ça va s'adresser à plus large. Alors, le plan de la présentation, on va donc voir une petite partie un petit peu d'épidémiologie avec la définition, la prévalence, le diagnostic. Comme le disait Marie, entre chaque partie, vous pourrez poser des questions. On va avoir une partie mythe et réalité. Ensuite, quelques outils et stratégies qui auront un lien avec les fonctions exécutives ou la manière de formuler les consignes. Et il y aura une dernière partie de questions. J'ai reçu par ailleurs, Marie m'a fait suivre la plupart de vos questions au moment de l'inscription. Je pense que je couvre la plupart des questions dans ma présentation et j'ai ajouté une dernière partie à propos des fidget toys ou autres outils à la fin. La définition du trouble de l'attention, c'est un trouble d'origine neurologique avec souvent une composante héréditaire. Normalement, le trouble de l'attention, pour être diagnostiqué tel quel, doit apparaître avant l'âge de 12 ans. Il peut affecter différentes sphères de la vie, sphères sociales, scolaires, professionnelles. Il est plus présent chez l'enfant que chez l'adulte. Il semblerait que 50% des enfants atteints de TDAH le resteront à l'âge adulte. Est-ce que les adultes... j'ai pas trouvé de consensus sur le fait que 50% des adultes ne le seraient plus. Certains parlent de 70% qui le restent. Enfin, c'est très variable. Donc, il y a une possibilité de voir le trouble de l'attention disparaître ou tellement s'amenuiser que la personne ne répond plus aux critères rendus à l'âge adulte. Et le trouble de l'attention n'est pas causé par des besoins affectifs non comblés ni par des problèmes psychosociaux. Par contre, des besoins affectifs non comblés ou des problèmes psychosociaux peuvent exacerber le trouble de l'attention qui existe déjà.
et il n'est pas du tout non plus en lien avec l'intelligence de la personne. Pour ceux qui seraient intéressés à avoir une définition beaucoup plus complète et médicale, psychologique, je vous invite à aller voir les critères, la définition du DSM-5. Le DSM, c'est le Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder, 5 pour la 5e édition, et c'est un manuel qui est créé par l'Association des psychologues des États-Unis et qui fait référence dans le monde occidental, peut-être anglophone, on va dire. Au niveau de la prévalence mondiale du TDAH est estimée entre 5 et 8%. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a peu de différence entre les pays ou les cultures. Et là, on est bien dans quelque chose de neurologique ou de génétique, pas de manière d'éduquer, pas de manière de voir le monde. C'est vraiment en dehors de notre pouvoir. Alors, 2 à 3 fois plus de garçons répondent aux critères diagnostiques que les filles, mais la recherche est en train de montrer que probablement qu'il y a autant de filles que de garçons atteints, mais la manifestation chez les filles se voit moins parce qu'elles ont une présentation qui serait davantage inattentive. Donc, dans le diagnostic, l'inattention, si je fais référence à ma pratique, on a affaire à des enfants en classe. Les enfants qui attirent le plus l'attention sont ceux qui vont bouger, se lever, pas tenir en place. Ceux qui ne vont pas être attentifs, ils sont parfois à leur place, ils font juste pas de bruit et du coup, on n'est pas poussé à chercher à les diagnostiquer. Donc, il y a peut-être ce biais-là qui a fait penser qu'il y avait plus de garçons que de filles. Et je crois que je suis déjà arrivée à la partie questions pour la première partie épidémiologie. En fait, je voudrais vraiment passer le plus de temps possible sur les mythes et les outils. Donc, s'il y a des questions qui sont déjà apparues, je ne sais pas, Marie. À date, je n'ai pas de questions pour cette première partie. N'hésitez pas, si vous en avez, vous pouvez me les poser directement à moi et puis je les reposerai à Hélène. Je pense que du coup, on peut passer à la partie suivante si tu veux. Oui. Donc, toujours pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route sur cette première partie, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le chat et je les poserai à la fin de chaque grande partie à Hélène, puisque ça permettra à Hélène de se concentrer sur la présentation. Et si vous avez des questions complémentaires, il y aura un temps réservé à la fin. Merci Marie. Alors, la partie sur les mythes ou réalités, je me suis largement, voire complètement inspirée d'une petite vidéo qui a été faite par un neuropédiatre, un pédopsychiatre, pardon, de l'hôpital Sainte-Justine. Je vous ai mis le lien dans la diapo. Je sais que Marie vous fera suivre le diaporama par la suite et le lien se retrouvera aussi dans la bibliographie. C'est une petite vidéo qui dure une dizaine de minutes, qui est assez intéressante à regarder. Mais là, j'ai résumé tous les mythes qu'on retrouve dans cette vidéo-là. Donc, le TDAH n'est pas une maladie récente. Est-ce que vous pensez, et là je vais vous inviter à lever le pouce si vous pensez que c'est un mythe, est-ce que vous pensez que les enfants agités ont forcément un TDAH? On a des pouces. Alors là, j'ai non, on tape des mains, c'est non, c'est faux, enfin c'est... Je ne suis pas sûre qu'on ait... C'est un mythe. Ah, ça y est, j'ai récupéré ma... Les enfants agités ont forcément un TDAH. Non, c'est un mythe parce qu'en fait, l'agitation, ça peut être dû au fait que l'enfant est excité parce qu'il va à une fête, parce qu'il vient d'avoir un petit frère, il ne sait pas comment s'ajuster, parce qu'à l'école, il a des soucis scolaires ou peu importe. Ça peut être dû à de l'anxiété, ça peut être dû à des enjeux familiaux, un deuil, un divorce. L'enfant réagit à l'environnement. Mais c'est transitoire. Pour qu'un trouble de l'attention soit diagnostiqué, il faut que ça dure dans le temps. Il faut que ce soit identifié comme ayant existé depuis plus de 6 mois. Certaines familles ont rétrospectivement, à partir du diagnostic, ils ont pu se dire rétrospectivement, oh, mon enfant, déjà dès l'âge de 2 ans, je me doutais qu'il y avait quelque chose de ce côté-là. Donc, c'est rare qu'on diagnostique si jeune, mais il y a des signes qui apparaissent parfois extrêmement tôt.
Un enfant qui peut regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéo pendant un long moment n'a pas de TDAH. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? J'ai juste quelques images, donc je vois 2 pouces. J'imagine que d'autres ont répondu. Il y a pas mal de pouces qui se lèvent et puis de mains qui clapent. Ouais. C'est un mythe, effectivement. La télé, les jeux vidéo sont très motivants, très stimulants et nécessitent extrêmement peu d'effort mental de la part de la personne, contrairement à les difficultés d'attention, de concentration apparaissent beaucoup plus quand les tâches deviennent exigeantes au niveau de l'effort mental. Quand il s'agit de faire un énoncé, un problème mathématique, rédiger un texte en français, ainsi de suite. Prochain mythe ou réalité. Le TDAH est le résultat d'une mauvaise éducation. Alors, le TDAH, comme on l'a vu, c'est d'origine neurologique. Donc, et ce n'est pas créé par les parents. Ça peut être aggravé par des problématiques éducatives à la maison, mais ça n'est pas créé par l'éducation. Et évidemment, l'éducation et l'encadrement sont nécessaires pour ne pas empirer les symptômes, mais ne sont pas la cause de TDAH. Les parents ne sont pas responsables du TDAH de leur enfant. C'est très important c'est très important à savoir parce que comme parents, il y a parfois beaucoup de culpabilité autour des diagnostics que les enfants peuvent recevoir. Le parent a un rôle énorme à jouer dans l'encadrement, dans l'accompagnement de son enfant qui serait atteint d'un TDAH. Prochain mythe ou réalité. La prise de médication pour le TDAH peut mener à une toxicomanie à l'adolescence. Alors, j'ai vu quelques mains se lever. Je vais imaginer qu'il y en a plus. Pas forcément beaucoup. Hop. Je viens de vous montrer tout le reste. Non, la prise de médication pour le TDAH ne mène pas à la toxicomanie, même si certaines des molécules sont des psychostimulants. Voyons, le mot m'échappe, je l'ai là. À base d'amphétamine. Ça ne mène pas à la toxicomanie. Au contraire, quand le jeune a un traitement adéquat, ça va réduire ses risques d'abus de substances. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jeune qui n'a pas de médication adéquate ou qui n'est pas diagnostiqué, ça arrive aussi, le jeune va essayer de faire ses propres expériences pour essayer de mieux y arriver à l'école ou pour endormir son anxiété. Et c'est là que les expériences d'alcool, de drogue dite douce, de drogue dite plus dure, ou de psychostimulants comme le Red Bull ou des choses comme ça, le jeune va faire ses... Et puis l'adolescence, c'est une période fragile de toute manière pour tous les enfants. Donc c'est à ce moment-là que si le traitement n'est pas adéquat, il y a un plus grand risque d'addiction chez un enfant, un adolescent TDAH qui n'est pas médicamenté ou pas diagnostiqué de manière adéquate. Donc c'est très important à savoir en fait pour les parents d'être alertes à ça et pour la prise de décision aussi de diagnostic et ou médication. Prochain mythe, le TDAH ne peut être traité que par médication. Pas mal de pouces qui se lèvent. Oui. Alors, c'est un mythe. Il y a une toute petite réalité, mais elle est vraiment petite. J'aurais dû écrire le mot en tout petit. Les enfants avec un TDAH léger peuvent parfois répondre aux approches comportementales sans médication associée. Toutefois, la médication associée, bien ajustée, reste la chose la plus efficace. Mais on va le voir plus tard que la médication seule, ce n'est pas forcément suffisant. Et voilà le mythe que pour lequel je viens déjà de vous donner la réponse. Lorsqu'une médication est prescrite, les interventions éducatives ne sont plus nécessaires. Qu'en pensez-vous? Mythe ou réalité? Donc, pouce si vous pensez que c'est un mythe. Alors, en fait... Il y a pas mal de pouces encore qui se lèvent.
c'est un mythe. La médication est souvent nécessaire ou, je dirais, c'est quand même la chose la plus efficace pour rendre l'enfant disponible. Mais ce n'est pas suffisant. C'est grâce à la médication que l'enfant devient disponible pour faire ses apprentissages, mais il va falloir qu'on l'accompagne. Ce serait comme avoir une belle voiture avec un plein d'essence, mais pas le permis de conduire. La voiture, c'est l'enfant, le plein d'essence, c'est la médication. Mais on ne lui a pas donné le permis de conduire, ça veut dire qu'on n'a pas mis en place de mesures éducatives. Ben, il ne peut rien faire de tout ça. Il y a toutes les conditions réunies, mais maintenant, il faut les utiliser pour l'apprentissage. Prochain mythe, prendre une médication pour traiter le TDAH transforme la personne en zombie. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Tu nous demandes donc de savoir si les zombies existent réellement? Je ne voudrais pas créer le débat ce soir, mais écoute, puisqu'on est là... Beaucoup de pouces qui se lèvent. Beaucoup de pouces qui se lèvent. Alors, c'est un mythe, mais l'idée d'une médication, c'est surtout pas de rendre l'enfant très ou trop calme. C'est pas du tout l'objectif. C'est de rendre l'enfant disponible aux apprentissages, qu'ils soient académiques, qu'ils soient socio-émotionnels. Les enfants avec un TDAH, au niveau des indices sociaux, sont pas forcément très bons parce qu'ils leur attention ne se pose pas sur les choses qui leur permettent de communiquer avec le groupe social de manière adéquate. Et du coup, un enfant extrêmement calme, ben, c'est pas, socialement, il ne sera pas plus adapté non plus. Quand un enfant a l'air d'être un zombie, ben, c'est que son dosage de médicaments ou la molécule utilisée n'est peut-être pas la bonne. Le dosage est probablement trop élevé, donc c'est absolument le moment d'aller chez le médecin. Il faut que l'enfant qui a sa médication soit capable de participer activement à toutes les activités, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient à la maison, les loisirs. Et c'est là qu'il faut vraiment avoir une discussion si vous êtes parent d'enfants avec TDAH. C'est super important d'avoir une discussion avec l'école, régulièrement faire le point, il en est où? Est-ce que le trouble de l'attention revient? Il faudrait aller voir le médecin peut-être. Ou ben là, vraiment, il a changé de dosage, puis il est totalement inexistant en classe comparativement à... Il ne se ressemble plus. C'est assez intéressant parce que je connais des adultes qui ont un diagnostic de TDAH, puis certains ont beaucoup de mal à... Et ce n'est pas du tout scientifique ce que je dis là, ce sont leurs témoignages à eux, à prendre la médication parce qu'ils ne se sentent pas comme d'habitude, puis c'est très déroutant. Donc certains vont arrêter, puis vont compenser par plein d'autres mesures, y compris par se reposer un peu sur... Pas se reposer, prévenir leurs collègues, c'est-à-dire nous. Aujourd'hui, c'est difficile mon trouble de l'attention, donc si vous me voyez me lever, bouger, aller m'asseoir là et faire autre chose, je vous préviens juste. Donc c'est aussi des manières pour un peu pallier ces difficultés-là en fait. Et je crois que c'était mon dernier mythe. Donc il y a énormément de mythes qui entourent le trouble de l'attention. Et l'un d'eux, un qui me tient beaucoup, que pour moi est vraiment important, ce n'est pas la faute des parents. Mais l'environnement peut avoir un rôle énorme à jouer dans l'accompagnement de l'enfant. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées par le chat, Marie? Oui, tout à fait. Je crois que tu as réchauffé le cœur de tout le monde en disant que ce n'était pas la faute des parents, puisque c'est un webinaire dédié aux parents, donc ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Donc une première question, y a-t-il un traitement holistique et pas que la médication chimique? Alors, il y a des approches qui, ça c'est tiré de... les recherches le montrent, il y a eu des recherches faites sur la méditation pleine conscience, par exemple, qui apporte des résultats, notamment pour gérer l'anxiété. Puis quelqu'un de moins anxieux, l'anxiété, c'est un peu on se mord un peu la queue, hein, on a un trouble d'attention qui crée de l'anxiété, qui aggrave en fait. Donc la méditation pleine conscience améliore notamment aussi les relations sociales. C'est une méditation, les résultats sont meilleurs quand l'adulte qui entraîne l'enfant à lui-même et pratique ce type de méditation-là. Il y a quand même des résultats positifs, même si l'adulte qui s'occupe de l'enfant sur le versant méditation pleine conscience, il y a quand même des résultats positifs. Donc, c'est une approche qui est très intéressante. Puis,
comme être humain. C'est une approche intéressante, point. On peut tout ce qui va réussir à faire baisser le stress et l'anxiété va aider, tout ce qui va un peu poser. Faire du sport aussi. Ça rejoint aussi une autre question, peut-être que quelqu'un a posé, est-ce que le cannabis peut permettre d'autogérer le TDA en étant adulte? Alors ça, moi, j'ai pas de connaissances, parce que la légalisation des drogues au Canada est quand même récente et les études, je sais pas où elles sont allées. Du coup, quand on prend des cours, on nous parle pas encore de ça. Donc, je pourrais pas répondre, mais s'il y a certains adultes, j'imagine, le tentent. Et puis, je peux imaginer, oui, parce que ça fait partie des automédications destinées à gérer l'anxiété. Tout Donc, à fait. ouais. Je comprends ce que tu veux dire. On a une autre question. Est-ce qu'un enfant atteint de TDA peut suivre une activité parascolaire par rapport aux problématiques de concentration? Ou est-ce que ça va peut-être faire la transition avec le... Oui, tu m'avais fait suivre cette question-là, puis je me demandais, est-ce que la personne pourrait préciser, est-ce que c'est une activité parascolaire sportive, en groupe? Est-ce que c'est quelque chose de plus intellectuel? Je vais attendre que la réponse arrive dans le chat. J'en profite pour t'en poser une autre. Une personne pose la question, qu'en est-il du TDA sans le H? L'enfant peut-il avoir besoin de médicaments? Tout à fait. Je crois que depuis le début, tu parles bien du TDA. Oui, je dis TDAH parce que c'est mon biais, on l'appelle toujours comme ça, c'est rare qu'on enlève le H, mais je parle du TDA. La partie H plus impulsivité, on la voit plus chez les garçons que chez les filles, et je vais l'aborder un petit peu plus loin, mais quand il y a hyperactivité et impulsivité, il y a aussi trouble de l'attention. C'est juste la dominante qui fait que ça se manifeste dans cette espèce d'hyperactivité. La médication va aider, oui. Devrait aider. Et si concernant... Pardon, excuse-moi. Non, excuse-moi. En fait, je l'ai sorti, juste pour la... Là, ça, c'est une liste à jour des médicaments qui existent. Il y en a beaucoup. Donc, c'est possible que le premier traitement ne marche pas ou que la première dose ne marche pas. C'est vraiment compliqué. Oui. Et par rapport à la question donc, sur l'activité parascolaire, c'est une activité sportive de groupe dont il s'agit. Donc là, il y a quelques défis dans le sens écouter le ou les coachs, écouter les arbitres s'il y en a, écouter les consignes, respecter les pairs. Puis on sait que chez les jeunes avec TDA ou TDAH, c'est pas facile. Néanmoins, si le coach est au courant, puis si le coach sait donner ses consignes de manière adéquate, de manière favorable, je pense que c'est très important que l'enfant essaie. À la maison, on peut aussi le préparer, mais c'est difficile parce que plus on s'éloigne dans le temps et moins ça fait de sens pour l'enfant. On peut aussi... moi, je dirais que c'est important parce que le sport est important. Parce que faire du sport, courir, faire du vélo, ça va apaiser. Pour nous tous, ça fait du bien à tout le monde, ça va libérer des bonnes hormones. Il y a des études qui ont montré que il y a certaines classes qui ont des vélos à l'arrière, au fond de la classe, et les enfants peuvent y accéder quand ils veulent, soit en début de journée, soit quand ils sentent qu'ils commencent à vibrer un peu trop haut. Et il y a des études qui montrent que ne serait-ce que commencer sa journée par 20 minutes de bicyclette peut améliorer plusieurs heures scolaires. Donc, moi, je dirais parler avec le coach, puis voir comment, et travailler les aspects sociaux, mais priver un enfant d'une activité parascolaire, c'est compliqué, je pense. Ok. Alors, c'est pas vraiment une question, mais on a un mot qui a été mis dans le chat. Équazen, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Absolument pas. Ah, alors j'ai demandé d'avoir une précision, donc peut-être je l'aurai à la fin de la prochaine partie. Du coup, c'était la fin sinon des questions, donc je t'invite à continuer. Alors, les outils et stratégies. Je vais vous parler, ça a été difficile parce que ce que je disais, c'est
il y a des formations auxquelles j'assiste qui durent 2 jours. Puis là, je me suis dit, OK, c'est quoi les meilleurs trucs que je peux présenter en un si peu de temps? Donc, je vais vous parler de 3 stratégies au niveau des fonctions exécutives. Je vais vous dire pourquoi on parle des fonctions exécutives. Et je vais vous parler brièvement des formulations de consignes. Et il y aura une diapo supplémentaire pour l'aspect hyperactivité. Alors, les fonctions exécutives. Et c'est là que, comme je n'ai pas mes notes, je me dis, il ne faut pas que j'oublie. Je vais prendre mes notes. Les fonctions exécutives, c'est comme une tour de contrôle dans un aéroport ou un chef d'orchestre au concert. Donc, elles vont être impliquées dans toutes les actions qui sont orientées vers un but. On peut imaginer les personnes qui travaillent dans cette tour de contrôle, elles sont en train de gérer combien de choses à la fois, cet avion décolle, cet avion atterrit, les passagers, non. On va distinguer 3 grandes catégories de fonctions exécutives. Et puis là, je vais vous inviter à penser à ce que vous connaissez du TDA ou TDAH. Et puis, vous allez faire des liens. Donc, la première catégorie grande catégorie de fonctions exécutives servirait à la régulation comportementale. Et à l'intérieur de ça, on trouve l'inhibition et l'autocontrôle. Et c'est là que parfois les relations avec les amis sont un peu compliquées parce qu'il n'y a pas trop d'inhibition. L'enfant va arriver comme un cheveu sur la soupe et il ne catche pas les indices non verbaux. Donc, les amis vont se dire, il est un peu rude là quand même. On a aussi comme grande catégorie de fonctions exécutives tout ce qui permet la régulation émotionnelle, donc le contrôle émotionnel, la flexibilité cognitive. S'il arrive un imprévu, OK, ça arrive, je vais changer ma stratégie. Si on n'est pas flexible, on va avoir du mal à changer notre stratégie, puis peut-être on va se mettre en colère ou on va pleurer, ou ça va être un peu plus difficile. La troisième grande catégorie, c'est la régulation cognitive avec l'initiation des tâches, la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est ce qui permet de retenir une information et de la transformer. Si je vous dis Pierre a 2 pommes, Marie a 3 pommes, combien en ont-ils tous ensemble? Combien en ont-ils ensemble? Il faut se souvenir de 3, il faut se souvenir de 2, puis il faut savoir qu'il faut faire une addition et il faut faire l'addition et trouver le résultat. Ça, c'est basé sur la mémoire de travail. Et la mémoire de faits mathématiques aussi. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. La régulation cognitive va aussi intéresser la planification. Pour nos élèves qui ont des devoirs à faire, c'est très important. Le contrôle du travail qu'on est en train de faire, c'est-à-dire l'auto-vérification. Est-ce que je suis bien encore dans les tracks? C'est ça qu'on m'a demandé? Oui, non. Et de réviser si on se rend compte qu'on est dans l'erreur. Et l'organisation du matériel. Je pense que là, il y a plusieurs parents qui sourient ou qui reconnaissent leur enfant ou personnes qui se reconnaissent eux-mêmes, qui cherchent toujours leurs affaires. Et donc, on comprend que les liens qu'on peut trouver entre troubles de l'attention et fonctions exécutives. Donc, la recherche montre que les personnes atteintes d'un TDA ou TDAH présentent un déficit des fonctions exécutives. Dans le type inattentif, on va plutôt trouver des lenteurs d'exécution, lenteurs de mise à la tâche, éventuellement abandon de la tâche. Et dans le type de trouble de l'attention avec hyperactivité ou impulsivité, on va trouver un déficit d'inhibition, donc des élèves ou des enfants ou des personnes qui vont se lancer tout de suite dans le projet sans avoir lu toute la consigne. Donc, c'est des grands profils. Ce n'est pas toujours aussi marqué que ça. Les personnes avec TDA pourraient mettre en œuvre chacune des fonctions exécutives individuellement ou dans des contextes très simples, mais peineraient dès que le niveau d'exigence augmente. Pour certains, le TDA ou TDAH serait un défaut d'activation des fonctions exécutives, ce qui fait qu'en ce moment, il y a un lobbying, probablement plus aux États-Unis, qui cherche à faire remplacer le diagnostic de TDA ou TDAH par retard de développement des fonctions exécutives, qui serait je vous ai mis ça en anglais en bas, EFDD, Executive Function Developmental Delay. Vous occupez pas de ça pour le moment. Tant que ça n'a pas changé, ça ne change pas. Les 3 outils ou stratégies dont je vais vous parler sont issus des travaux de Sarah Ward et Kristen Jacobson, qui sont toutes les 2 orthophonistes sur la côte est américaine et qui travaillent dans le domaine des fonctions exécutives depuis au moins 25 ans. Et Kristen Jacobson, je ne l'ai jamais vue en conférence, mais j'ai vu sa collègue Sarah Ward, c'est absolument fantastique si vous avez l'occasion d'aller la voir. Elle fait des conférences parfois sur 2 jours à Vancouver. Elle a donné un webinaire pendant le mois de mai. Elle est hyper intéressante. Alors, je vais donc vous parler de leurs outils. On va regarder comment on peut aider un enfant à passer à travers les routines de la vie quotidienne. Et
avec ça, on va aussi voir pour plus tard. On va regarder un peu comment on peut aider à identifier les tâches, qu'elles soient scolaires ou à la maison. Hélène, Et comment on peut aider. Oui, ça a un tout petit peu coupé, si tu peux redire ta dernière phrase, juste là. la planification des tâches. Alors, on va voir un petit peu la planification des tâches. Ça peut être des tâches à la maison ou des tâches scolaires pour les plus jeunes ou pour les plus âgés. On va aussi regarder comment on peut aider les élèves de l'intermédiaire secondaire qui commencent à avoir des devoirs qui s'étalent sur plus long dans le temps. Comment on peut les soutenir là aussi. Alors, au niveau des routines, il y a ce que Sarah Ward et Kristen Jacobson appellent feature block. Pour aider l'enfant à se préparer dans les routines, ça ne ressemble pas du tout à ce dont on a l'habitude, avec des petits pictogrammes. 1, tu mets tes chaussures. 2, tu mets ton manteau. 3, je ne sais pas. Ça, on prend l'enfant en photo alors qu'il est prêt. Et ensuite, on va dessiner des blocs autour des éléments qui sont significatifs. Donc, pour aller à l'école, tu dois avoir ton sac d'école, tu dois avoir tes chaussures d'extérieur et ton gilet ou ton manteau. Pourquoi on utilise une photo de l'enfant et pas des pictogrammes séquentiels? Une photo de l'enfant, ça lui parle émotionnellement, ça active sa propre mémoire de lui-même et ça le met en contexte. Et on va lui montrer cette photo, on va entourer les éléments significatifs, le cartable, les chaussures, la veste, et on va lui dire, pour être prêt, tu dois ressembler à la photo. Montre-moi ce que tu dois faire pour y arriver. Et c'est là que le mime intervient. Donc, le montre-moi, il n'est pas encore en train de le faire. Le montre-moi, ça va être, ok, je vais prendre mon cartable, je vais mettre mes chaussures et je vais mettre mon manteau. Maintenant, fais-le. Donc là, on a déjà fait tout un travail en amont. On a commencé par le résultat final. C'est très important de se souvenir de ça parce que pour les autres stratégies, ça va être la même chose. On montre le résultat final, on montre ce qu'on attend et on montre les indices essentiels à changer. Et on lui fait, comme c'est sa photo, ça active sa propre mémoire et on le fait mimer, ce qui renforce encore et qui prépare le geste qu'il va faire. Donc sa mémoire et son attention sont appelées là. Sarah Ward dit, elle appelle ça match the picture and show me. Et le mimer, ça va aussi être, ça active la vision des futures actions. Et puis après, il peut garder la photo près de lui pendant qu'il est en train de réaliser. Je l'ai utilisé, cette stratégie, avec plusieurs enfants dans les écoles. C'est vraiment incroyable. Quand ça marche du tonnerre du premier coup. Et vous me direz, c'est bien joli là, mais ce petit garçon, il est habillé comme début de l'automne ou mi-printemps, mais on fait quoi quand c'est l'été ou l'hiver? Alors, quand c'est l'été ou l'hiver, on va utiliser cette stratégie-là pour développer la flexibilité de l'enfant. Donc, on va garder souvent la même photo, surtout si c'est des photos qui se rapprochent de ce type de routine, se préparer à sortir pour aller faire quelque chose. Ce n'est pas forcément aller à l'école, ça peut être la saison change, on va au cinéma, c'est la fête d'Halloween, mon déguisement, hop, qu'est-ce que je fais? Je vais à un anniversaire, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Je n'ai pas mon cartable, j'ai le cadeau. Si je vais à la plage, si je vais au ski. Alors, ça, c'est super important aussi, ce que Sarah Ward et Kristen Jacobson appellent « same but different ». Same, ça veut dire « faut que tu te prépares ». Pour te préparer dans telle situation, là, tu ne vas pas à l'école. Pour cette fillette, on imagine qu'elle va à la plage et non pas à l'école. Il faut que tu te prépares. Pour aller à la plage, tu as besoin de ta serviette de bain. Oh, tu as besoin aussi de ta bouteille d'eau, tes lunettes de soleil et ton chapeau. Ce qui fait que cette photo, vous allez la mettre dans une pochette plastique transparente et vous allez avoir des feutres effaçables. C'est pas grave si elle a encore son cartable, elle sait qu'elle va à la plage, la gamine, elle sait qu'elle va pas à l'école, mais il faut quoi si j'ai pas mon cartable? Oh, ma serviette, ben oui. Oh, ma bouteille d'eau, mes lunettes, mon chapeau. Et là, à nouveau, pour ressembler à ça, tu vas faire quoi? Montre-moi. J'ai besoin de mettre ma serviette. Prends la serviette sur l'épaule, mes lunettes de soleil, mon chapeau, ma bouteille d'eau. Ok, vas-y, match the picture. Donc, on développe la flexibilité de l'enfant à penser plusieurs scénarios pour que je me prépare, de quoi j'ai besoin, vers quoi je vais. On le projette dans le futur. Est-ce que j'ai oublié des choses? On va toujours demander à l'enfant ce qu'il doit faire pour ressembler à la photo. C'est vraiment important. Maintenant, la planification des travaux. Un outil merveilleux créé par les deux auteurs dont je vous parle.
qui s'appelle Get Ready, Do, Done. On a toujours, nous, beaucoup de mal à ne pas utiliser leur appellation parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a un copyright là-dessus. Donc, on ne le traduit pas, sauf qu'on traduit le cadre que vous voyez. Je me prépare, je fais, j'ai fini. Cet outil va aider à développer l'organisation, la planification, la mise au travail et donc l'autonomie. Mais cet outil, il est curieux parce qu'on commence par « j'ai fini ». On commence par montrer le résultat final. Ton travail doit ressembler à ça. C'est comme la photo finalement de quand tu vas, pour être prêt, il faut que tu ressembles à ça. Pour que ton travail soit fait, il faut qu'il ressemble à ça. C'est la même chose. On commence par la fin. Et la fin, le futur, c'est à droite. Donc, on ne va pas mettre le « j'ai fini » à gauche. On le met toujours à droite. Et on va... Les photos ne sont pas au milieu. Hein, vous ne voyez pas là. On voit en fait les blocs jaunes, verts et rouges. Ok, je vais essayer de mettre les photos en coin là. Et donc, on commence par la fin et on remonte. Le travail doit ressembler à ça. Pour le faire, quelles sont les étapes nécessaires? De combien de temps j'ai besoin par étape? Pour réaliser ces étapes, de quel matériel j'ai besoin? Ah, si c'est un travail scolaire, quand est-ce que je dois le rendre? Où est-ce que je dois le rendre? Est-ce que c'est un truc que j'envoie par courriel? Est-ce que c'est un devoir que je remets à la prof? Est-ce que c'est quelque chose que je mets dans mon duotang? Il faut le savoir parce qu'il y a des enfants qui vont faire, ou des ados, ils vont faire un super beau travail, mais le beau travail, il va rester au fond du sac et puis ils vont avoir une note pourrie parce que le travail est resté au fond du sac. Ils n'ont pas fait la dernière partie, je finalise. On va voir... Oh, j'ai touché... Voilà. Est-ce qu'on est censé voir autre chose que grosso modo le texte? On voit du texte et des blocs. Oui, non, c'est ça, pour le moment, c'est ça. Ouais. Puis des flèches, une flèche. On présente le travail de droite à gauche et quand on réalise le travail, on va bien de gauche à droite et on finit par finaliser. Okay. Dans la réalité, ça donne quoi? Ça donne, par exemple, si on utilise Get Ready, Do, Done pour construire une tanière d'ours, parfois ce sont des travaux qu'on demanderait à des enfants à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? On voit que le résultat final, c'est same but different. Pour faire ma tanière, à la fin, je veux qu'il y ait une espèce de cave. Je veux qu'il y ait une entrée, je veux qu'il y ait un ours, je veux qu'il y ait du sol et du décor. Je ne l'ai pas mis dans ma case, j'ai fini le décor. Pour réaliser ça, quelles sont mes étapes? Il faut que je fabrique le sol, il faut que je fabrique la tanière, il faut que je découpe l'entrée, je vais mettre mon ours, je vais décorer le sol et puis peut-être un peu la tanière. Je me prépare, j'ai besoin de papier, de ciseaux, de coton, de brindilles, de colle, peut-être de carton, peu importe. Donc là, on présente la tâche que l'enfant doit faire. Ça doit ressembler à ça. Ce sont tes étapes et tu te prépares. Et on voit les différentes photos là. Toutes les tanières qui sont représentées sur la photo correspondent à ce qu'on demandait dans le « j'ai fini ». Mais il n'y en a pas une pareille. C'est le « same but different ». Same parce qu'elles répondent toutes aux critères, different parce qu'il n'y a aucun enfant qui a fait la même chose, mais c'est correct. Donc là aussi, on crée de la flexibilité. Alors ça, c'est bien, mais on s'imagine, ouais, pour du bricolage, c'est facile. On peut faire la même chose pour une recette de cuisine. À la fin, ça doit ressembler à une tarte aux pommes. Pour faire une tarte aux pommes, j'ai besoin de faire la pâte, j'ai besoin de couper les pommes, j'ai besoin de mettre je sais pas, de la cannelle, du sucre, du beurre, j'en sais rien. Pour tout ça, il faut que je sorte la farine, il faut que je sorte le beurre, il faut que je sorte, ainsi de suite. Et c'est quoi le « je finalise » si on fait une tarte aux pommes? Ça va être nettoyer le comptoir, ranger les ingrédients, faire la vaisselle, pas oublier la tarte au four. Donc, on voit bien que ça peut s'appliquer à beaucoup de situations. On vient de voir une tanière d'ours, qui est un projet plutôt d'élèves jeunes. Par exemple, si... Hélène, oui? Juste pour ton information, il nous reste 10 minutes au total. Ok, j'active. Pour un niveau intermédiaire, comment on utilise Get Ready, Do, Done si le devoir, c'est d'écrire un essai sur les mythes grecs? Alors, on se souvient qu'on part de la fin. Et la fin, j'ai représenté 2 pages parce qu'un essai, ça fait plus qu'une page. Sur un essai, il faut une introduction. Le devoir, c'était qu'il fallait résumer 3 mythes et puis dire pourquoi il faisait en quoi il faisait référence à des phénomènes naturels. Mythe 1, 2, 3, conclusion. Ça, c'est un essai.
Pour faire un essai, j'ai besoin d'aller lire mon cours, un livre, de choisir 3000, de choisir un organisateur graphique parce que c'était dans la consigne, il fallait un organisateur graphique. Et pour faire ça, j'ai le cours de mon livre, de la consigne, de mon envie, d'une feuille, d'un crayon. Je finalise, je remets mon devoir au retour des vacances à Madame Dupont. Donc, c'est très, très résumé, mais c'est ça. Projet à long terme. Le problème des élèves avec des difficultés des fonctions exécutives et d'attention, c'est que la notion du temps est très difficile à comprendre, très difficile à intégrer, à réaliser. Peut-être ils savent ce que c'est une heure, mais ils ne réalisent pas que dans une heure, on ne peut pas aller au yoga, rencontrer des amis pour boire un café et rentrer prendre une douche. Ça ne marche pas. Donc, quand les projets à long terme arrivent, il va falloir accompagner notre élève, notre étudiant, notre enfant, notre ado à découper les projets en plusieurs étapes plus faciles à gérer. Puis votre meilleur ami, ça va être des grandes pages de calendrier et des petits post-it. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de jouer avec le calendrier. Vous pouvez aussi découper les feuilles d'énoncés puis les mettre dans le calendrier. Je vais vous montrer ça plus tard. Et à partir de ces étapes plus petites, vous pouvez réutiliser le Get Ready, Do, Done pour chaque micro-étape finalement du grand projet. Et ce que vous allez faire vous allez apprendre à votre enfant ou vous, si vous avez besoin vous-même de ça, vous avez découpé votre projet en plusieurs étapes, vous répartissez sur votre calendrier en lien avec les impératifs de votre vie ou de la vie de l'adolescent ou de l'enfant, de l'adolescent plutôt, les grands projets. Le lundi, il y a soccer, le mercredi, il y a musique, c'est pas ce soir-là qu'on va mettre des devoirs. Donc, on organise, on va l'aider. Qu'est-ce qui se passe quand visuellement, si l'enfant, si l'adolescent diffère, procrastine, « Oh, mais j'ai le temps, je vais le faire la veille. » Ah ouais, tu vas lire un livre de 200 pages en un soir, tu vas faire ton plan, tu vas faire tes fiches, tu vas tout taper à l'ordi et tu vas remettre ton plan demain. Bonne chance. Donc visuellement, là, il y a un télescopage de « Oh my God ». Ça prend sens. La quantité de choses, c'était réparti dans le mois, c'était beau. Et puis là, c'est cata. C'est un apprentissage. Formulation des consignes. Il y a 10 caractéristiques pour une consigne efficace. Adresser la consigne au bon moment, assurer un suivi, s'assurer que le jeune prête attention, éliminer les sources de distraction quand on le peut, ce n'est pas toujours possible. Formuler une consigne claire, précise et brève. Situer la demande dans le temps, être affirmatif et utiliser un ton neutre. Transmettre une consigne à la fois, demander aux jeunes de répéter la consigne au besoin, réitérer les attentes et annoncer les conséquences. Un exercice rapido. Est-ce que c'est une consigne efficace ou pas? Vous n'avez pas beaucoup de chance de dire oui ou non parce que j'ai passé les 10 meilleures façons de faire très rapidement. La cloche de la récréation du matin retentit et Justin se précipite vers la porte de la classe. Son enseignant l'apostrophe. « Justin, retourne ranger ton matériel avant de sortir à l'extérieur et n'oublie pas de préparer ton matériel pour la période de musique au retour de la récréation. » Est-ce que c'est une consigne qui vous paraît efficace ou pas vraiment? Il y a un oui pour l'instant. Peut-être qu'il y en a. Pour l'instant, alors, le pouce levé, ce serait oui, c'est ça? Ok. Alors, malheureusement, ce n'est pas une consigne efficace. Parce qu'il y a plusieurs demandes à la fois. Retourne ranger ton matériel, n'oublie pas de préparer ton matériel pour la musique, mais en fait, tu vas à la récréation. C'est pas au moment où ça doit arriver. Non, mais c'est difficile, hein, les consignes. Oui, c'est difficile. Là, elle ne respecte pas forcément le moment des actions où les actions vont prendre lieu. Enfin, c'est beaucoup trop compliqué pour un enfant. La prochaine. Monsieur Benoît a demandé à la classe de ranger les jeux dans l'armoire prévue à cet effet. Alice ne semble pas réagir à sa demande. Il s'approche d'elle pour réitérer ses attentes. Alice, regarde-moi. Je veux que tu ranges ton jeu immédiatement dans l'armoire. Efficace ou pas efficace? Oui, efficace. Ça paraît un peu sec, mais il y a beaucoup plus de oui. C'est ça. Consigne unique, réitérée au bon moment, c'est-à-dire juste au moment où elle doit le faire, très clair. Je veux que tu ranges les jouets dans l'armoire rouge maintenant. Et il s'est assuré d'avoir l'attention de l'enfant en lui disant « Alice, regarde-moi ». Donc, on voit là c'est vraiment pas facile les consignes, mais ça se pratique, puis on peut tous progresser beaucoup.
Pour l'aspect un peu plus hyperactivité, les fidgets, c'est bien. Il faut juste penser que si c'est en classe, il faut que ce soit un truc qui ne fasse pas trop de bruit, ou même à la maison, il y a des gens dans la maison qui peuvent être sensibles au bruit continuel des petits cliquetis. Si c'est un enfant qui a tendance à jeter des choses, on va essayer d'avoir des choses qui ne font pas mal si on les jette, ou qui ne brisent pas les choses. On peut aussi avoir des tabourets oscillants pour compenser un peu, permettre de bouger, s'asseoir sur des grosses balles, des coussins gonflables sur les chaises. On peut aussi autoriser les enfants ados / n'importe qui à travailler debout, prévoir des pauses et bouger, faire des parcours dans la maison de jardin, avoir une pratique sportive régulière, faire de la méditation pleine conscience, on en a un peu parlé tout à l'heure, s'assurer d'une bonne qualité de sommeil aussi. Puis pour les enfants qui sont sous médication, il faut aussi être attentif à ce qu'ils se nourrissent suffisamment, parce que c'est une médication qui a tendance à couper l'appétit. Et ce n'est pas facile. Pour finir, je vais vous dire une phrase que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas traduite parce que c'est comme ça, c'est sous cette forme-là que j'y pense quand je travaille. Kids do well when they can. Et on se souvient que le trouble de l'attention, c'est un problème neurologique. So they cannot. Ils ont besoin qu'on les aide. Et ça, c'est notre rôle d'éducateur, de parents et d'adultes qui ont eux-mêmes un TDA ou TDAH. Si vous avez besoin, il faut chercher de l'aide. Alors, je vais aller vite parce qu'on a eu quelques questions. Comment sait-on que l'enfant a un trouble de l'attention versus il s'ennuie à l'école parce qu'il dit que c'est trop facile, mais fait des fautes d'inattention chroniques quand le concept est acquis, pas parce qu'il ne comprend pas? Ça revient à la question du diagnostic. Est-ce que si c'est un enfant qui est capable d'apprendre, qui n'est pas du tout anxieux, si c'est juste ponctuel, si c'est pas continuel, on se souvient que pour le diagnostic, il faut que ce soit quelque chose qui persiste dans le temps, au moins 6 mois. Si l'enfant comprend bien, puis après, si les parents ont vraiment une préoccupation, il faut consulter, oui. Est-ce que... Il vaut mieux, dans le doute, il vaut mieux aller faire la démarche. Mais c'est là qu'il faut aller chercher les professionnels formés. Je crois que cette diapo, je l'ai un peu écourtée. En Colombie-Britannique, contrairement au Québec, il n'y a pas de neuropsychologue. Ce sont les pédiatres, les psychiatres, les médecins de famille éventuellement, et les psychologues certifiés qui sont aptes à faire le diagnostic, à condition qu'ils aient, ça c'est nos éthiques professionnelles, on est tous soumis à cette même éthique, c'est d'être formé pour diagnostiquer. Et pour diagnostiquer, il y a un organisme qui s'appelle CADRA, c'est l'acronyme pour, je vais vous le trouver, c'est ça. Donc, dès qu'il y a une question diagnostique, les parents ne savent pas à qui s'adresser. Idéalement, prendre rendez-vous avec le médecin de famille pour savoir, pour être orienté. CADRA, c'est le Canadian ADHD Resource Alliance. Je vous ai mis les ressources, le lien vers leur site. C'est vraiment intéressant, puis c'est eux qui font référence. Je suis désolée, Hélène, de te couper, mais en fait, il ne me reste plus que 2 minutes. Vas-y. J'aimerais savoir, en tant que parent d'une fille en 6e année avec TDA sans H, est-ce que nous avons le droit de demander un PAP au conseiller à l'école pour aider avec les défis de fonction exécutive? Si l'école est... Est-ce qu'elle a une désignation? Parce qu'après, c'est ça, les PAP sont obligatoires quand les enfants ont une désignation ministérielle avec le ministère de l'Éducation. Si l'enfant a des besoins, il peut avoir un PAP, même s'il n'a pas de désignation, mais ce n'est pas forcément la priorité. Okay. Par contre, on peut tout à fait aider en classe les fonctions exécutives sans avoir de PAP. Le truc, c'est qu'il faut que le prof soit au courant de comment on fait. Bien sûr. Ouais. Je continue. Peut-on faire différentes photos des différentes tenues liées aux saisons par rapport au mécanisme que tu as montré? Est-ce judicieux? On peut, si l'enfant est très jeune. Quand l'enfant vieillit, il faut vraiment travailler la flexibilité. Donc, on pourrait avoir une photo. Regarde, est-ce que c'est l'été ou l'hiver? Puis, est-ce que tu pars à l'école? Tu as besoin de quoi? Puis, on encadre, même si c'est un t-shirt, on est en hiver. Donc, ça marche. Est-ce qu'il y a un lien entre orthophonie et TDAH? Il y a un lien dans le sens où nous, on travaille avec des enfants qui sont TDAH, donc on se forme, et il y a un lien avec les fonctions exécutives, et les orthophonistes sont formés à la compréhension et à l'intervention au niveau des fonctions exécutives. D'accord. En tant qu'adulte, comment on se fait diagnostiquer? Par le même chemin, médecin de famille, psychiatre, psychologue certifié. Okay. Faudrait regarder sur CADRA s'il y a des registres. Ok. Et une dernière question, y a-t-il une fin aux médications?
je pense que ça rejoint un peu une sorte de chose que tu as dit au début, peut-être, sur le fait que parfois on peut... Oui, certains adultes, enfin certaines personnes qui grandissent vont sortir, vont ne plus présenter les signes et vont pouvoir se passer de médication. C'est vraiment pas les adultes. Mais encore une fois, pour avoir des collègues et amis avec TDA adultes, c'est difficile, oui. La médication n'est pas toujours simple. Je vais vraiment prendre une dernière question, mais je vais devoir laisser parce qu'il y a le groupe des mamans francophones derrière. Donc, y a-t-il d'autres pathologies associées qui aident au diagnostic? Je vais compléter la question parce qu'il y a quelque chose qui m'est venu quand tu parlais de pas d'inhibition. C'est par exemple, ça fait penser à des choses qu'on entend sur l'autisme. Et du coup, j'aurais voulu savoir, moi aussi... Alors, c'est 2 diagnostics différents, mais très souvent, le trouble de l'attention cohabite avec d'autres difficultés. Ça peut être un trouble d'apprentissage, ça peut être de l'autisme, ça peut être de l'anxiété. Et le problème, c'est que des fois... Qu'est-ce qui est prédominant? Le diagnostic de TDAH se fait normalement par exclusion du reste, mais ça peut cohabiter, oui, tout à fait. Dans l'autisme, je ne me souviens plus du pourcentage, mais je ne sais pas si c'est 50 ou 60. Non, je vais dire des bêtises, mais oui, il y a une grande coexistence, oui. Ça marche. Alors, on va s'arrêter là. Merci à toutes les personnes qui ont suivi le webinaire. On a été jusqu'à 28, donc c'est super. Merci beaucoup. Et puis, j'enverrai le questionnaire ainsi que le lien vers le groupe Facebook des parents d'enfants à besoins spéciaux. Et puis, nous retrouverons le replay sur YouTube dans un certain temps. Et puis, les supports d'Hélène très bientôt. Merci beaucoup, Hélène. Merci et merci à tous les participants. Bon courage dans vos démarches. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Oui, c'était très court, oui. C'est ça, trop court. Il y a beaucoup à dire. Oui, tout à fait. Au revoir, merci.